invité ce matin, c'est Philippe Gély. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Philippe, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant notamment à Jérusalem, Bruxelles, Washington. On va parler avec vous bien sûr de la situation au Proche-Orient pour commencer, avec ces opérations de Tsahal qui se poursuivent à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Des chars ont été repositionnés autour du complexe. L'armée israélienne dit avoir trouvé des armes et des équipements militaires du Hamas dans l'hôpital. Le Hamas dément, chacun est dans son rôle, chacun donne sa version. Qui croire? Qui, de votre point de vue, est le plus proche de ce que peut être la réalité? C'est un secret de polichinelle que le Hamas utilise des lieux civils, des écoles, des centres de scouts, des hôpitaux, pour cacher des armes, voire des centres de commandement. C'est à peu près bien documenté. Ça n'est pas la première incursion israélienne à Gaza. Les précédentes ont déjà démontré la réalité de ce fait. Et donc, sur ce point-là, on est plutôt enclin à croire Israël. Pour autant, alors même que, comme vous le dites, cette partie-là des faits semble établie, on sent une prudence occidentale, notamment celle des Américains. La Maison-Blanche hier a pris soin de préciser qu'il n'y avait pas eu de feu vert américain. Oui. Le dire alors que l'opération est en cours, ça montre d'une part la faiblesse des Américains, mais ça montre d'autre part qu'il y a peut-être encore un espoir que la voix américaine soit entendue par Israël. C'est-à-dire que le problème posé par cette situation, c'est que les hôpitaux sont quand même des hôpitaux. Ce n'est pas juste de faux hôpitaux pour servir de base militaire au Hamas. Il y a notamment certainement 2300 personnes à Al-Shifa, dit l'ONU. 2300 patients, soignants, civils qui se sont réfugiés. Donc, les conseillers ne sont pas les payeurs en la matière. C'est-à-dire que les Occidentaux comprennent les raisons stratégiques, tactiques d'Israël d'attaquer ces lieux. D'ailleurs, les conventions de Genève sur le droit de la guerre vont dans les deux sens, parce que un hôpital, théoriquement, ne doit pas être une cible. L'attaquer, c'est un crime de guerre, mais l'utiliser pour des opérations militaires, c'est aussi un crime de guerre. Donc, on est vraiment dans une zone très complexe, et ce que disent les Américains, c'est soyez prudents. Et ils sont quand même écoutés, je trouve, par les Israéliens. Certes, il y a eu des bombardements. Sur les limites qu'ils mettent à la conduite de l'opération. Ce qu'on voit dans ces derniers jours sur les avancées tactiques d'Israël à Gaza, de l'armée israélienne, c'est quand même relativement prudent, relativement méthodique. Et les scènes qu'on a vues hier à l'hôpital Al-Shifa, qui auraient pu tourner au bain de sang, imaginez que le Hamas ait mis une brigade pour s'il y avait eu un réel combat, champ de bataille dans l'hôpital, ça aurait été très difficile d'éviter un bain de sang. Il me semble qu'il y a quand même les Israéliens prêtent l'oreille à ce que dit Washington. Mais si on se met dans le scénario, comme vous venez de le dire, où il n'y a pas de combat réellement direct entre les militaires de l'armée israélienne et le Hamas, est-ce qu'on peut totalement exclure que le Hamas s'évanouisse dans la nature, que ses combattants s'enfuient dans les tunnels, voire se fondent dans la population civile et qu'on n'arrive pas à les retrouver, à les identifier? C'est ce qui se passe. Ils sont en train de filer entre les doigts des Israéliens. La meilleure preuve, c'est que les opérations militaires israéliennes n'ont pas permis de libérer d'otages ou de groupes d'otages. Donc les otages disparaissent au fur et à mesure des avancées de Tsahal, et ceux qui les gardent, c'est-à-dire les combattants du Hamas, disparaissent aussi. Vous ne croyez pas à l'idée d'éradication du Hamas qui avait été présentée comme l'objectif initial, anéantir le Hamas? Je ne suis pas un expert militaire, je ne suis pas à l'état-major, mais il est clair qu'une armée et une opération militaire de cette envergure-là peut porter des coups importants aux infrastructures militaires du Hamas, voire à ses structures de commandement. L'éradiquer, ça me paraît une vue de l'esprit, parce que le Hamas est aussi, en dehors de cette dimension de groupe combattants, terroristes, on l'appelle comme on veut, c'est aussi un réseau d'action sociale à Gaza très, très implanté, c'est un mouvement politique, et c'est une idée. Et cette idée, c'est difficile de l'éradiquer, surtout avec des bombes. Tsahal a fait le choix de se concentrer d'abord sur le nord de la bande de Gaza, parce qu'identifié comme le lieu principal du pouvoir du Hamas. Il y a eu la prise du Parlement, des services de police, de renseignement. Vous venez de rappeler vous-même
ça n'a pas permis d'anéantir à ce stade le Hamas, mais ça n'a pas permis non plus de retrouver les otages. Oui. Ça veut dire quoi pour la suite? Ça veut dire qu'Israël est condamné à reproduire exactement le même schéma, progressivement en se déplaçant vers le sud de la bande de Gaza, jusqu'à avoir détruit pratiquement toute la bande? Je crois que pour les otages, une négociation est en cours et qu'elle va... Et d'ailleurs refusée au départ par Benjamin Netanyahou, qui voyait bien le risque d'entrer dans un engrenage, un marchandage infini. Et pourtant, il ne peut pas s'y soustraire parce qu'il ne peut pas simplement dire à sa population, il y a quand même 240 personnes qui manquent toujours à l'appel, il ne peut pas simplement dire ma priorité exclusive, c'est l'éradication militaire du Hamas et les otages on verra plus tard. Il est d'ailleurs interpellé par les familles, il y a eu cette marche défilée pour interpeller le gouvernement israélien, dire ne nous oubliez pas. Cette marche qui est en cours en effet, qui doit arriver à Jérusalem samedi, et aussi les alliés internationaux d'Israël, États-Unis, France, qui ont eux aussi des citoyens pris en otage. Donc il y a une négociation. Elle bute encore sur certains détails, sur la durée de la trêve militaire, sur le nombre d'otages, sur le nombre de personnes échangées de part et d'autre, mais je pense que ça sera la meilleure façon pour Israël de commencer à libérer des otages, puisque les opérations militaires jusqu'ici ne l'ont pas permis. Il y a une pression aussi qui s'accentue et qui prend différentes formes. Le Conseil de sécurité, pour la première fois, il y a quelques heures, a appelé à des pauses et des couloirs humanitaires. 12 voix pour, 3 abstentions, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie. Première fois que ça arrive, bon, non seulement depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, mais première fois aussi depuis fin 2016 qu'il y a un vote conclusif sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que pour autant ça a des chances de se traduire sur le terrain? Vous disiez tout à l'heure, Israël écoute les États-Unis. Est-ce qu'Israël écoutera le Conseil de sécurité? Israël est en guerre un peu idéologique avec l'ONU et avec son secrétaire général en particulier. On a vu récemment l'ambassadeur, enfin le représentant permanent d'Israël à l'ONU accrocher une étoile jaune avant de s'exprimer à la tribune de l'ONU. Je ne pense pas que l'ONU est un écho direct très fort en Israël. En revanche, quand l'état-major et quand le ministre de la Défense dit il nous reste une fenêtre de 2 ou 3 semaines avant que la pression internationale ne devienne trop forte, bon, il faut d'abord garder à l'esprit que c'est un paramètre que les Israéliens intègrent dans leur plan de bataille. Ils en ont conscience, ils le savent depuis le début que plus la guerre dure et plus leur supériorité militaire s'exprime par des bombardements massifs, etc., plus l'opinion internationale est réticente à soutenir ce type de démarche. Mais en réalité, je pense que le calcul israélien, c'est qu'il leur reste probablement 2 semaines avant que les États-Unis ne les lâchent. Et si les États-Unis les lâchent, si le président américain dit « ça suffit, vous allez trop loin », là, Benjamin Netanyahou et son gouvernement et son état-major auront un problème. Est-ce que vous pensez qu'Israël intègre aussi dans sa réflexion aujourd'hui la question de l'avenir de Gaza, du statut de Gaza à terme? Il y a un moment, il y a eu le mot occupation, puis pas d'occupation. Malheureusement, c'est ce qui manque à l'équation pour l'instant. Je pense que les Israéliens ont déjà mis beaucoup de temps pour avoir un plan tactique, un plan opérationnel. Vous vous souvenez qu'il y a eu plus de 3 semaines entre les attaques terribles du Hamas perpétré le 7 octobre et l'entrée de l'armée israélienne dans Gaza. Entre-temps, on a pilonné, mais ça ne faisait pas un plan de bataille. Donc il y a eu déjà beaucoup de temps pour élaborer un plan tactique. La réflexion stratégique, elle, me semble manquer. Personne ne sait ce qui va se passer après. Benjamin Netanyahou a dit simplement que Israël devrait conserver la supervision sécuritaire de l'enclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait trop. On a d'abord pensé que c'était peut-être la réoccupation, ce qui paraît quand même écarté et déconseillé par Washington. Peut-être une zone tampon avec la possibilité pour l'armée israélienne de mener des incursions chaque fois qu'elle identifie la présence de cellules terroristes. Peut-être. Mais en tout cas, la solution politique, celle qui permettrait de trouver un modus vivendi à moyen et long terme avec l'enclave palestinienne de Gaza, personne ne l'a encore formulée. On a parlé de l'ONU et des États-Unis, on n'a pas encore prononcé le mot de la France, la voix de la France. Vous écriviez il y a quelques jours à propos d'Emmanuel Macron, plus il s'agite, moins il assoit notre influence. Mais alors, que doit faire la France? Que peut faire la France aujourd'hui? Le problème d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, c'est qu'il applique toujours sa doctrine du « en même temps » et que, d'une part, dans ce cas-là, il l'a appliqué à contre-temps,
en se manifestant trop tard, en n'ayant pas ce premier réflexe de solidarité qu'ont eu Joe Biden, qu'ont eu le chancelier allemand Olaf Scholz, en se rendant trop tard, en se rendant tout de suite, eux, sur place, pour d'abord manifester sa solidarité par rapport à ce qui est le 11 septembre des Israéliens. Et ensuite, on peut avoir un discours politique, voire sécuritaire ou militaire, qui peut-être est rendu plus audible. Je pense que Jacques Chirac avait eu cet instinct, après le 11 septembre américain, d'aller tout de suite manifester sa solidarité et sa compassion sans calcul politique, si vous voulez. Le président Macron n'a pas eu cette réaction. Du coup, il est allé à retardement sur place en disant « Oui, mais moi, je veux y aller quand je serai utile ». Et j'attends toujours, et je ne suis pas le seul, finalement, de voir en quoi la France arrive à se rendre utile dans cette crise. Je pense qu'elle n'arrive même pas à se rendre audible, sauf quand elle dit quelque chose qui déplaît à Benjamin Netanyahou et qu'il en profite pour tacler le président français. En fait, c'est pas une question, je ne fais pas un procès d'intention. Les intentions sont louables. Tout le monde veut la paix au Proche-Orient, entre deux États vivant en paix, en sécurité côte à côte. La question, c'est la méthode. Tout le monde sait comment aller de A à Z. Personne n'est capable de dire comment aller de A à B. Et c'est là où peut-être la France pourrait avoir un discours audible par les deux parties, parce qu'on a cette histoire d'être à la fois les amis d'Israël et d'avoir eu une politique arabe et d'être proche d'un certain nombre de pays voisins. Mais dans le Figaro mardi, vous disiez clairement il y a un manque de clarté de la part du président français. Vous n'êtes pas le seul à avoir fait cette analyse. Il a répondu hier en marge d'un déplacement en Suisse en disant la position française est claire. Il a été piqué au vif visiblement. Oui. Elle s'inscrit dans la tradition française. Il se revendique de ça. Et il cite « Engagement historique à l'égard d'Israël. La France a toujours soutenu les aspirations légitimes du peuple palestinien. Elle continuera d'œuvrer pour la solution à deux États. Nous sommes cohérents. Nous ne bougeons pas. » Où est le manque de clarté dans ce que je viens de citer du président ? Mais quelle est la priorité d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Est-ce que c'est d'éliminer le Hamas ou est-ce que c'est d'arrêter les combats ? Les deux. Les deux. Dans une phrase, il nous dit qu'il ne peut pas y avoir de compromis avec ce groupe terroriste. Ok, très bien. Dans la suivante, il dit qu'il faut arrêter les combats parce que Israël va trop loin. Mais l'équilibre n'est pas une solution souhaitable ni réaliste pour vous ? L'équilibre dans les intentions, c'est très bien, mais par quoi on commence ? C'est là où j'attends du diplomate en chef un process, une feuille de route, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on entend côté allemand ? Le chancelier Scholz, lui, il est clair, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il dit arrêter les combats maintenant, ce serait contre-productif, ça ne bénéficierait qu'au Hamas, c'est pas une bonne idée. Que dit le président du gouvernement espagnol, Sanchez ? Il dit Israël va trop loin. On peut être d'accord, pas d'accord. Lui, il dit il faut arrêter les combats, c'est clair, tout le monde comprend. Je crains, malheureusement, que le en même temps français, qui n'est pas toujours très efficace sur le plan domestique, le soit encore moins sur la scène internationale. Mais quand vous entendez hier le chef de l'État dire « je revendique et j'assume la totalité des propos que j'ai pu tenir », là il fait allusion à son interview à la BBC en fin de semaine dernière. Il disait à ce moment-là, je le rappelle, de facto aujourd'hui des civils sont bombardés, il n'y a aucune justification, aucune légitimité à cela. Vous trouvez qu'il passe de quel côté ? Non, mais j'approuve, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans sa lettre aux Français envoyée quelques heures plus tôt, il dit on doit éliminer le Hamas, le droit d'Israël à se défendre. Il n'y doit pas y avoir de mais. Et lui-même, dans la phrase suivante, dit mais. Vous voyez, ça va trop loin, etc. Est-ce que vous y voyez le signe, la preuve, qu'il y a aussi peut-être des conflits internes qui traversent la diplomatie française, y compris entre Emmanuel Macron et ses propres diplomates, entre Emmanuel Macron et les spécialistes du Moyen-Orient ? Il y a clairement des désaccords qui se sont exprimés au Quai d'Orsay, mais ça n'est pas des tiraillements, parce que Emmanuel Macron décide seul. Et s'il y a des conflits, alors ils sont dans sa propre réflexion, je pense. C'est un autre problème qu'un certain nombre de diplomates, en particulier ceux qui couvrent l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ne soient pas d'accord ou trouvent que la politique française n'est pas assez équilibrée, alors que le président, précisément, à mon avis, perd en clarté par souci d'équilibre, mais un équilibre qui n'est pas ordonné selon certaines priorités. Quand vous voyez, juste un mot là-dessus, que
c'est notre président qui a quand même transformé en quelques jours une coalition militaire anti-Daesh censée se porter au secours d'Israël pour éliminer le Hamas, en coalition humanitaire au chevet de Gaza. Il a fallu 3 jours pour requalifier cette coalition. Franchement, ça n'a pas de sens. Vous disiez, on ne voit pas clairement la priorité. Pour le coup, il en a donné une hier, qu'il a réaffirmé cette nuit dans un tweet publié en français, en anglais, en hébreu. Il dit la priorité de la France, c'est la libération de nos otages. Cette libération fait l'objet de discussions. Et il redit que dimanche, lui, a eu des échanges avec le président israélien, l'émir du Qatar, plusieurs dirigeants de la région. Est-ce que c'est pas ça qui permet d'éclairer au fond la position d'Emmanuel Macron? Il essaye de trouver la voie, le moyen de passage pour libérer nos otages. Moi, j'y vois une 3e priorité, en plus de celle d'éliminer le Hamas et d'arrêter les combats, ou de faire une trêve humanitaire ou un cessez-le-feu humanitaire. La 3e priorité, en effet, c'est de libérer les otages. Je ne suis pas absolument certain à ce stade que la France soit totalement impliquée dans la négociation. Quand vous avez le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, qui dit « Nous sommes complètement impliqués dans la discussion entre Israël, le Qatar et l'Égypte », je ne suis pas sûr que la France soit assise à la même table. Je pense que la France se tient informée de ces discussions et de ces négociations, mais je ne suis pas certain que nous soyons complètement à la pointe de la discussion. Est-ce que vous pensez qu'il faut chercher alors des raisons dans ce qui se passe sur le plan intérieur? On s'est beaucoup interrogé aussi sur le sens de l'absence d'Emmanuel Macron à la marche de dimanche dernier contre l'antisémitisme pour la République également, c'était le mot d'ordre. Il a dit hier, c'était un débat qui n'avait pas lieu d'être. Mon rôle n'est pas de faire une marche, c'est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays. Est-ce que le débat intérieur compte? Le débat intérieur compte clairement. Je pense qu'il a compté dans les hésitations, le délai qu'a mis Emmanuel Macron à se manifester et à se rendre en Israël et dans les pays voisins. Clairement, je pense que le président garde à l'esprit, à juste titre, le fait que la France a la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Manifestement, il essaye de ne froisser personne. Son argument sur sa non-participation à la marche, on peut en discuter. Lui dit que... Enfin, il fait un relatif procès d'intention pour se justifier de son absence à la marge en soulignant le risque qu'elle ait pu être utilisée comme un argument anti-musulman. Ce qui ne m'a pas semblé avoir été le cas dimanche. Et c'était une marche pour la République et contre l'antisémitisme. Personne n'aurait été choqué qu'il y participe. En même temps, personne ne va lui faire un procès d'intention sur ses convictions contre l'antisémitisme. Je voudrais qu'on parle également d'un ancien Premier ministre qui a beaucoup fait réagir, Dominique de Villepin, qui a eu des propos cette semaine où il faisait référence en substance au choc des civilisations cher à Samuel Huntington. Il dit qu'on est aujourd'hui dans une situation d'engrenage qui se prépare d'une guerre de civilisation. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes 2 civilisations face à face et c'est l'enjeu? Je suis beaucoup plus pragmatique que Dominique de Villepin. Je n'oserais pas me lancer dans des considérations aussi philosophiques. D'abord, le conflit de civilisation, ça fait partie des prophéties autoréalisatrices qu'on ne doit souhaiter à personne. Donc l'invoquer à tort et à travers, me semble-t-il, n'a qu'un effet, c'est de l'accélérer. Et personne n'a rien à y gagner. Dominique de Villepin, au moins, a une position claire. Sa position, c'est d'estimer que Israël va trop loin, que l'opération militaire est vouée à l'échec, en gros, à l'échec politique en tout cas, et que la solution ne peut être que politique. Sur le fond, il a certainement raison, à moyen et long terme. En même temps, est-ce qu'on peut raisonnablement demander à Israël de parler avec le Hamas? Ça me paraît assez illusoire. Dans l'actualité diplomatique de ces dernières heures, il y a eu également cette rencontre qui était très attendue entre les présidents chinois et américains. Ça s'est plutôt bien passé, mais à l'issue, le président américain a redit qu'à ses yeux, Xi Jinping était un dictateur. Il y a quelques instants, la diplomatie chinoise réagit en disant qu'il s'agit d'une manipulation politique. Bon, Xi Jinping, en apparence en tout cas, a été plutôt rond dans sa réaction face caméra, puisqu'il disait la porte des relations sino-américaines ne sera pas refermée une fois qu'elle est ouverte. Est-ce qu'on est quand même entré dans une nouvelle ère où en réalité... Il faut l'espérer absolument, parce qu'on a les 2 dirigeants des 2 premières puissances mondiales qui avaient rompu un peu leur circuit, leur canaux de communication depuis déjà presque 2 ans, depuis la visite de Nancy Pelosi à
à Taïwan en août 2022, et ensuite avec l'affaire du ballon espion abattu au-dessus des États-Unis. C'est dangereux. Il peut y avoir beaucoup de malentendus, d'incidents qui tournent mal. Le Pentagone recense 180 incidents militaires ou provocations chinoises entre des avions dans le ciel du Pacifique ou des bateaux qui passent à deux doigts de l'éperonnage. Donc, il est vraiment urgent que ces deux grands établissent leur téléphone rouge, qu'ils se parlent. Là, ils se sont parlés. Xi Jinping a intérêt, en raison du ralentissement de l'économie chinoise, à calmer le jeu, à ce que les investisseurs américains et européens se sentent un peu plus rassurés qu'ils l'ont été depuis la fermeture du pays à l'époque du Covid, et qu'ils reviennent investir en Chine. Et les mots de Joe Biden n'empêcheront pas ça. Le fait de les mots de Joe Biden, franchement, c'était superflu, parce que il y a quelque chose de très important, surtout dans la diplomatie publique avec la Chine, c'est ce qu'on appelle la perte de face. Il ne faut jamais faire perdre la face à son interlocuteur. Le traité de dictateur, ça sert peut-être la vérité, ça ne sert pas forcément le dialogue. Merci beaucoup Philippe Gély d'avoir été sur le plateau de LCI ce matin. Dans un instant,